Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour, merci d'être avec nous. Les titres du 13h. José Didier Tonato dans le zoo, le ministre du cadre de vie était en visite sur les chantiers d'asphaltage ouverts à Abomey et à Boycon. À suivre le reportage dans un instant. Le Centre national universitaire Koutoukou Maga de Cotonou a une histoire. Il a vu le jour dans la période de l'ascension du Bénin à la souveraineté internationale. L'histoire de ce centre vous sera contée dans ce journal. Ils sont nombreux à susciter la candidature du président Patrice Talon. Ses partisans veulent le voir briguer un nouveau mandat et c'est le cas du mouvement Perspective Talon 2021. À nouveau, bonjour. Perspective Talon 2021, c'est un mouvement qui suscite la candidature du chef de l'État pour la présidentielle de 2021. Il entend même payer la caution du président de la République, Jérôme Moubo, Jules Akoïko. Perspective Talon 2021. Perspective Talon 2021, c'est un creuset de 73 associations et mouvements de jeunes qui ont compris le sens réel du développement et la méthodologie de Patrice Talon dans la gestion du pouvoir depuis 2016. Ces jeunes trouvent le bilan élogieux dans plusieurs domaines. Le président Talon a osé défier les grands bas-fonds de la gloire. Et aujourd'hui, nous pouvons circuler aisément dans ces zones-là sans être inquiétés. Nous avons des infrastructures marchandes en cours en vue de permettre à nos vaillantes femmes de s'adonner à leurs activités commerciales sainement et en toute sécurité. Circuler dans la ville de Cotonou, circuler dans toutes les grandes villes du Bénin. Vous allez voir que la modélisation des marchés a déjà commencé. Nous avons la caserne d'Alada qui est en construction. Au moment où les colons étaient en train de construire cette infrastructure, il n'y avait pas de population dans les environs. Vous savez le risque que constitue une caserne en pleine agglomération. Rien que le tourisme fait tourner beaucoup de nations. Alors le président a voulu moderniser nos parcs pour que les touristes viennent ici et ça fait de la matière pour notre pays. Au plan sanitaire, on peut citer le projet H qui est sur le point d'être généralisé. Au plan politique, la réforme du système partisan a permis de réduire considérablement le nombre de partis politiques. Cet homme est tout simplement un visionnaire car il incarne des valeurs de générosité, de courage et de patriotisme. Perspective Talon 2021. Et voilà tout le sens de leur engagement. Ils entendent profiter des qualités de Patrice Talon pour amorcer un autre virage important de l'irréversible processus de développement emprunté par son gouvernement. Nous, jeunes, réunis au sein du mouvement Perspective Talon 2021, réclamait pour une continuité responsable, crédible, fiable, efficace, la candidature pour les séances présidentielles de 2021 du président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. On ne change pas l'équipe qui gagne, entend expliquer aux populations le creuset Perspective Talon 2021 au fin d'une gigantesque mobilisation pour supplier Patrice Athanase Guillaume Talon de revenir en 2021.
Et demain lundi, la première session criminelle s'ouvre au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi. 20 dossiers sont inscrits au rôle. Le procureur du tribunal d'Abomey-Calavi a animé à ce propos un point de presse en fin de semaine écoulée pour l'annoncer. Regardez. Durant 2 semaines environ, 40 accusés connaîtront leur sort à travers 20 dossiers inscrits au rôle et répartis comme suit. Un dossier d'assassinat, un dossier d'incendie volontaire, un dossier de meurtre, un dossier de coup mortel, 2 dossiers de traite d'enfants, un dossier d'association de malfaiteurs, un dossier de vol à main armée, un dossier de tentative de vol qualifié et 11 dossiers de viol. Une analyse des divers crimes figurant sur le rôle d'audience permet de constater que les crimes contre les personnes prédominent nettement pour un pourcentage de 87%, contre les crimes contre les biens pour un pourcentage de 13% environ. Ce tableau traduit la survivance, voire la recrudescence des agressions sexuelles dans le ressort du tribunal d'Abomey-Calavi. Et ce, en dépit des efforts sans cesse fournis par les pouvoirs publics et les forces de sécurité dans la lutte contre cette forme de délinquance, le banditisme et l'insécurité. Le pouvoir judiciaire, en organisant la tenue de la session qui s'ouvre, compte jouer pleinement sa partition. Il apportera les réponses idoines aux cas qui lui sont déférés, afin d'assurer et de rassurer les populations. Au cours de cette session, justice sera rendue à des dizaines de concitoyens qui attendent en détention provisoire depuis de longues années. Il convient de faire observer que la tenue régulière des sessions criminelles depuis un certain temps au tribunal d'Abomey-Calavi participe de la politique de résorption et de désengorgement de la population carcérale. Nous sommes à l'ère d'une justice plus efficace, parce que plus respectueuse des délais. Une justice plus équitable, parce que renforcée par les garanties procédurales accordées aux accusés dans un contexte marqué par des mutations majeures du droit pénal et de la procédure pénale. Les audiences seront publiques. Les populations des villes d'Abomey-Calavi et de Soava et des environs y sont conviées. Le ministre du cadre de vie continue sa tournée. Il était précédemment dans les communes d'Abomey et de Boycon. José Didier Tonato est allé constater l'évolution des travaux d'asphaltage dans le zoo. Reportage Lénaï Kabazao et Alexis Quenon. Abomey, la cité royale, a désormais fière allure. Les travaux d'asphaltage exécutés à 95% ont métamorphosé la ville, berceau des princesses et princes du Dahomey historique. Après une visite guidée des différents chantiers en cours sur la terre des Rugbadjavi, le ministre en charge du cadre de vie se dit satisfait. C'est une grande satisfaction. Le projet asphaltage est à 95% taux d'exécution pour la voirie et l'assainissement. Le lot éclairage public a commencé et également ils sont en train de finir les pavés. Il reste à venir le lot sécurité, le mot aménagement paysager. Donc l'entreprise NSE sur Abomey se comporte très bien. Et la mission de contrôle aussi. Et nous avons profité pour regarder le projet de marché de Runduro, qui est un marché qui va venir avec plus de 2000 places. C'est un marché très important. Le site vient d'être libéré grâce à l'accompagnement des autorités locales. L'entreprise a pris des engagements pour livrer les travaux dans le temps. Nous sommes à peu près à 10% de taux d'exécution. Mais rendez-vous est pris pour que dans 10 mois, tout soit livré. Donc nous sommes très satisfaits de l'étape d'Abomey. Une satisfaction qu'exprime aussi le conseil communal qui remercie le président de la République, Patrice Talon, chef d'orchestre, des différentes actions de développement. Les entreprises sont en train de très bien travailler. La commune est très satisfaite de leurs prestations
Et nous profitons de votre micro pour remercier le chef de l'État. Le chef de l'État qui a su mettre à la disposition des entreprises tous les moyens. Et les moyens accompagnent toujours la réalisation des travaux. À quelques encablures d'Abomey, José Didier Tonato est accueilli à Boycon pour le même exercice. La transfiguration ici aussi s'opère. Boycon, comme Abomey, au-delà des 90% de taux de mise en œuvre pour le volet voirie et assainissement. On est en train de finir les trottoirs. Les réservations pour les plantations sont en train d'être faites. Les socles pour les lampadaires également sont en cours. Oui, la façon dont l'entreprise s'est comportée ici avec la mission de contrôle, c'est satisfaisant. Je souhaite vraiment que les 12 lots asphaltage aillent dans le même rythme et pour que nous puissions passer à autre chose. Nous avons reporté l'échéance du projet 2 fois déjà. Je disais aux entrepreneurs que nous n'allons plus reporter. Donc nous voulons finir le projet asphaltage dans les semaines qui suivent, finir définitivement et passer à autre chose. Donc c'est beaucoup de satisfaction. Le tout nouveau maire de la commune prend l'engagement de veiller à l'entretien de ces infrastructures routières pour une ville propre. Le projet asphaltage est en train de changer la physionomie de nos villes et particulièrement celle de Boycon. Il revient à la gouvernance locale, donc au maire, à l'exécutif, au conseil communal, d'accompagner ce mouvement en entretenant les ouvrages qui nous seront bientôt livrés, en faisant en sorte que les populations ne réoccupent pas l'espace public. C'est sur le site de construction du marché de Ouegbo que le ministre du cadre de vie a fini sa journée marathon. Ici, l'autorité a donné des instructions pour une bonne exécution des travaux. Retour à Cotonou, la conseillère Virginie Agbodjogbe-Clouvi accompagne les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Elle vient de faire don de 6500 masques à la population du 3e arrondissement, des dons réceptionnés par les chefs quartiers Jean-Claude James et Simon Villon. L'un après l'autre, les 13 quartiers du 3e arrondissement ont été servis par la conseillère Agbodjogbe elle-même. 6500 masques à raison de 500 par quartier, un élan de générosité par ce temps de Covid-19. Vous n'êtes pas sans savoir que cette maladie vraiment sévit dans le monde actuellement. Donc je voudrais juste accompagner mon arrondissement. C'est dans un esprit de joie et de soutien au gouvernement. Le message, je les exhorte tout simplement à distribuer les masques, à les mettre convenablement, pas les laisser à leur coût. Et voilà, comme ça, on aura un arrondissement sain. Car un arrondissement sain donne un rendement meilleur. Le geste ne laisse pas indifférent ni le porte-parole des chefs quartiers, ni le chef de cet arrondissement. Elle a beaucoup fait. Donc nous la remercions. Par ma voix, la population du 3e arrondissement te remercie. Nous, les chefs quartiers, nous demandons aussi à la mairie centrale de penser à nous, de faire comme la maman Agbodjogbe, de nous donner des lave-mains. Nous voudrons la féliciter et la remercier en votre nom. C'est un don important et qui vient à point nommé. Actuellement, nous menons une lutte contre la pandémie du siècle, la Covid-19. Donc, sachant qu'elle vient se faisant au secours des paisibles populations du 3e arrondissement. Un don qui aura tout son sens à condition que les populations utilisent véritablement ces masques et respectent aussi les autres mesures barrières. L'observation de la distanciation sociale, l'utilisation du gel hydroalcoolique ou le lavage régulier des mains à l'eau et au savon.
Et toujours dans la riposte contre la COVID-19, c'est le tour de la plateforme des organismes de volontariat du Bénin de sensibiliser et de rappeler les gestes barrières. Elle a également prévu des dispositifs de lavage de mains et des accessoires à distribuer à la population. FIFA Messalomé Atadiji, Daniel Ada. La riposte contre le coronavirus suit son cours. Et cette fois-ci, c'est la plateforme des organismes de volontariat du Bénin qui met la main à la pâte. Il était important que la plateforme des organismes de volontariat fasse un geste, passe un message fort pour expliquer au public que le Covid, c'est quelque chose qui est réel. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à observer. Donc c'est ce qui justifie le fait que nous nous sommes mobilisés au sein de la plateforme nationale des structures de volontariat pour intervenir en sensibilisant nos communautés. Une sensibilisation qui va être accompagnée de remises de dons de masques, gel hydroalcoolique et kits de lavage de mains et accessoires à une partie de la population de Cotonou jugée vulnérable. Sensibiliser les populations des localités vulnérables, périphériques du marché d'Antopa, des marchés et des parcs auto et moto des quartiers environnants. La sensibilisation va durer 2 jours. La plateforme des organismes de volontariat envisage d'étendre cette action à d'autres villes du Bénin. Et le reportage que vous allez suivre à présent entre dans le cadre de la célébration des 60 ans de l'indépendance du Bénin. Nous allons revisiter l'histoire de l'hôpital de référence CNHU Berkoutou Maga de Cotonou. Il est important de rappeler donc que certains éléments d'archives ont contribué donc à la réalisation de ce document. Donc, quelques intervenants ont été enregistrés avant les mesures barrières. Jean-Claude James, René Arrossi. Jusqu'à présent, il reste le plus grand hôpital du Bénin. Après plusieurs décennies d'existence, les Béninois ne savent pas beaucoup de ce centre. Est-ce que vous connaissez l'année de création du CNHU? Je ne peux pas vous le dire exactement parce que quand même j'étais très petit, mais c'était qu'on l'appelait hôpital 350 lits. Peut-être dans les années, un peu ça part 70 quand même. Franchement, sans mentir, je ne sais pas. Non. Comment est-ce qu'on appelait ici? Le centre hospitalier universitaire de Cotonou. C'est ce que moi j'ai connu. Des réponses sans grande précision. Mais l'histoire de l'hôpital qui porte le nom du père de l'indépendance du Bénin démarre en 1958, l'année de création. 4 ans plus tard, les activités vont démarrer. À l'époque, en 1962, donc, on l'appelait l'hôpital de Cotonou, l'hôpital Hubert Maga. Et certains l'appelaient aussi l'hôpital 350 lits. Et 350 lits parce que dans le temps, la ville de Cotonou comptait 300 000 personnes. Et ce qui fait que les 350 lits correspondent à peu près à 1 lit pour 1000 personnes, plus 50 lits de bonus. Après 9 ans, c'est-à-dire en 1971, l'hôpital de Cotonou atteint un niveau supérieur. Il devient le CNHU, Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Avec le vent de la révolution qui a soufflé sur le Bénin, le fauteuil de la direction sera occupé par un haut gradé de l'armée béninoise. Il y avait Costet, le capitaine Costet, c'est un blanc. Après, il y a Fagla qui l'a relevé. Et moi, ici, rentré en 113. Et comme on a voulu changer, on m'a mis. Sous la casquette de directeur général, le colonel Sabo nourrit de grandes ambitions pour la structure qu'il dirige. Mais c'est sans compter avec les difficultés liées à son fonctionnement. Je voulais que le CNHU là, puisse fonctionner comme dans un hôpital et développe des pays développés. C'est à ce titre qu'on a créé la Cugo. La Cugo est créée en mon temps.
On a fait un prêt de 900 et quelques millions à la BBD avec Baba Moussa et compagnie. Et parce qu'on voulait que ça fonctionne comme ce qu'on a vu, ce que tous nos chefs là, ont vu, ce qu'ils ont vu dans les pays développés, où le malade vient, il se couche, on le soigne et il rentre. Mais il remplit, quelqu'un prend en charge son soin. Mais ça n'a pas marché. Timidement alors, les lignes vont bouger jusqu'en 1990 pour laisser place à la politique des grands pas. C'est sous la houlette du professeur Medji, père de la chirurgie massio-faciale au Bénin. 2 ans après mon arrivée, il y a eu la convention signée pour réhabiliter le CNHU. On a réhabilité, il y avait première phase, c'est le circuit électrique et la construction du pavillon de réanimation, construction du bloc administratif qui n'était pas ce qui est là aujourd'hui, et le pavillon d'hématologie et la réanimation. Voilà la chance que j'ai eue, j'ai assisté à ça. Le départ du professeur de la tête du CNHU n'est pas synonyme de la fin des réformes. Le chantier sera poursuivi par Pascal Omialé avec le développement du partenariat public-privé qui va permettre la construction de certains services. J'ai pris service là également dans un contexte de réforme du système de santé au niveau de la pyramide sanitaire et avec création des hôpitaux de zone qui fonctionnaient et dont le fonctionnement avait un impact sur celui du CNHU parce que la plupart des malades graves et compliqués étaient référés sur notre centre qui était le dernier recours. Les années passent et cet hôpital résiste à l'épreuve du temps. Centre de référence et de formation où les grands spécialistes de la santé continuent de faire leurs preuves. Plusieurs fois pointé du doigt pour la vétusté de son plateau technique, le CNHU a bénéficié de l'appui du gouvernement du Nouveau Départ dans ce sens. L'hôpital, on ne peut pas dire qu'on est vraiment indépendant encore. Il faut qu'on fasse vraiment d'efforts pour être suffisamment indépendant et de manière à améliorer notre système de santé. Sous le leadership d'Alexandre Sossou, actuel directeur général, le Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou s'efforce de répondre aux exigences des usagers. Son histoire est loin de prendre fin. Actualité hors du Bénin et dans le monde à présent, longtemps de laisser le quartier Abobo à Abidjan à mauvaise réputation, mais à moins de 4 mois de l'élection présidentielle, le maire Ahmed Bakayoko, proche du président Ouattara, lance une opération de salubrité. Reportage. La commune d'Abobo est devenue un chantier à ciel ouvert. Un par un, les immeubles sont décapés, ravalés, puis repeints. Abobo perd son âme grisâtre pour se parer de couleurs bigarrées, un coup de propre plébiscité par les riverains. Abobo est très resté derrière. On parle à Abobo la guerre, à Abobo temps, mais si Abobo se change comme ça, c'est ce que nous préférons. On a besoin de changer d'image d'Abobo. Commune martyre lors de la crise post-électorale, Abobo est un fief du pouvoir en place. Mais le quartier, longtemps délaissé, n'a pas bénéficié de la croissance économique des dernières années. Ahmed Bakayoko, fidèle d'Alassane Ouattara, a été élu maire de la commune en 2018. C'est vrai que les populations d'Abobo ne sont pas des populations très nanties, mais cela n'implique pas qu'on ne peut pas avoir un cadre de vie sain, propre et beau. À moins de 4 mois de la présidentielle, ces travaux tombent à pic. En février dernier, c'est un autre chantier, plus original, qui s'est achevé à Abobo. Ce musée d'art contemporain est le seul du pays, comme un ovni culturel au cœur de ce quartier défavorisé. Ce musée apporte une plateforme à tous ces artistes qui viennent de la commune, parce que Abobo, c'est vraiment un nid d'artistes. Ça va donner une raison aussi aux gens de venir à Abobo pour des raisons culturelles.
Ces travaux d'embellissement suffiront-ils à changer l'image d'un quartier réputé comme peu sûr? Il suffit de quitter les artères principales pour que les immeubles fassent grise mine. Les autres seront un peu frustrés parce qu'il y a des immeubles qui sont peints et d'autres ne sont pas encore peints dans les ruelles. Bon, ce n'est pas suffisant parce que pour nous, ce n'est pas la peinture là qu'on va manger. Il faut que les choses bougent pour que nous soyons à l'aise. Il faudra plus qu'un coup de peinture pour changer le quotidien de ses habitants, mais de la vie de tous, c'est déjà une révolution. Toujours en interactualité, la justice zimbabwéenne refuse de libérer sous caution un journaliste lanceur d'alerte poursuivi pour incitation à la violence. Par ailleurs, de longues files d'attente sont formées par les cortèges funéraires qui attendent d'entrer dans le cimetière à Soweto, suivant la compilation. La police zimbabwéenne refuse de libérer sous caution un journaliste lanceur d'alerte poursuivi pour incitation à la violence. Hopewell Tino a révélé récemment des scandales de corruption dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Zimbabwe qui ont conduit au limogeage début juillet du ministre de la Santé Obadiah Moyo. Le Zimbabwe, pays d'Afrique australe, est englué depuis le début des années 2000 dans une grave crise économique et financière. Après un relatif répit il y a une décennie, la situation a de nouveau empiré depuis 2 ans avec le retour des pénuries sur fond d'inflation galopante et de dépréciation du dollar zimbabwéen. À ce jour, le pays compte 2124 cas de Covid-19, dont 28 décès. De longues files d'attente sont formées par les cortèges funéraires qui attendent de pouvoir entrer dans le cimetière à Soweto, en Afrique du Sud. Ce pays a enregistré plus de 400 000 cas de coronavirus, soit le 5e plus grand nombre de cas au monde et plus de 6 000 décès. Du sport, le football est de retour. Le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne, donné vendredi à 21h10, a sonné le retour de la compétition en France après 4 mois d'interruption devant un public très restreint. 136 jours, longtemps au placard en raison de la pandémie du Covid-19, le ballon rond s'est remis à rouler sur les pelouses de l'Hexagone. La dernière rencontre officielle remontait au 10 mars entre l'équipe de France féminine et les Pays-Bas à Valenciennes. Coronavirus oblige, de nombreux supporters stéphanois n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'à Paris pour assister à la finale de la Coupe de France en raison de la limite de 5000 spectateurs et se retrouvent pour regarder le match sur écran géant. Et ce sera tout pour ce journal télévisé que vous pouvez retrouver sur le site web de l'ORTB, c'est le www.ortb.bbj.